Bienvenue sur NeuroconiFoot, le podcast où neurosciences et football se rencontrent pour booster l'intelligence de jeu. Je suis Greg, spécialiste en entraînement perceptivo-cognitif et fondateur de NeuroconiFoot. Si tu es à la recherche de conseils pour former des joueurs capables de mieux lire le jeu, d'anticiper et de prendre de meilleures décisions, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des concepts simples, des outils concrets et des témoignages inspirants. Alors tiens-toi prêt et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Pierre, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Si je me souviens bien, je crois qu'on s'était côtoyés, ça remonte maintenant il y a 25 ans, lorsque j'étais en détection pour les équipes d'Alsace. Et si je me souviens bien, je crois que tu étais CTR à la Ligue d'Alsace de football à l'époque. C'est ça, exactement, j'étais conseiller technique, hein, depuis, 1996, jusqu'à, 2018. J'étais conseiller technique, même directeur technique après, au niveau de la Ligue d'Alsace. Alors pour commencer Pierre, pourrais-tu nous raconter, ton parcours dans le monde du football depuis tes débuts? Alors, je suis d'abord joueur dans un petit village qui s'appelle Mundelsheim, dans la banlieue strasbourgeoise. J'ai joué, pendant 6 ans avant d'aller à 15 ans au Racing Club de Strasbourg. J'y étais pendant 3 ans et à 18 ans, je suis parti jouer au club, de Vauban, alors Vauban-Strasbourg, club avec lequel on a fait, champion de France, 2 années de suite, mais tout en refusant la montée en deuxième division parce que le président, ne voulait pas passer le statut professionnel. Ensuite, je suis retourné à Strasbourg pour être l'entraîneur adjoint de l'équipe, encadrer les jeunes, aspirants et stagiaires sur le terrain et pour terminer, j'ai terminé ma carrière au FC Strasbourg que j'ai ensuite entraîné. Voilà, entre-temps, j'étais également vice-champion du monde universitaire. J'étais capitaine de l'équipe de France universitaire. En 1982 au Mexique, on a fait vice-champion du monde. C'était aussi un grand moment, moi, en tant qu'amateur. Voilà, puis mon parcours d'entraîneur, j'ai commencé, dans la section sportive, scolaire du lycée Jean Monnet, une des, je pense, des plus grandes en France. J'étais 14 ans responsable de cette, section et j'ai également entraîné le FC, K06, donc le FC Strasbourg, où je jouais, que j'ai repris après comme entraîneur en DH, en National 3, quand on est monté. Et puis suite à ça, en 1996, j'ai basculé, dans le monde fédéral. J'ai été, conseiller technique, comme tu l'as dit. J'ai passé ensuite directeur technique et en même temps, au niveau j'ai pris des fonctions nationales, d'abord en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe de France de futsal et puis en tant qu'entraîneur principal, à partir de 2004, pour compter jusqu'à 216, sélections avant que je parte à la retraite. Un très, très beau parcours, Pierre. Alors, dans ce podcast, on va parler plus spécifiquement de ton expérience en futsal. Comment es-tu tombé, justement dans le futsal, après ces années, j'ai envie de dire de football? Ben, en mars 97, la fédération a décidé d'engager une équipe, de France de futsal. Alors on avait un énorme retard, hein, les Brésiliens, ils jouent à ça depuis 1930, hein, et puis, les meilleures équipes européennes qui sont professionnelles depuis longtemps, ils jouaient dans l'après-guerre, hein, dès 1950-60 et nous, on s'y est mis qu'en 97 au niveau de l'équipe de France et l'entraîneur, national à l'époque était Jab de Wim et il disait: «Tiens, en Alsace, ils ont l'habitude du football en salle, donc c'est quelqu'un qui saura forcément s'intéresser au futsal» et donc j'ai été, adjoint de Jacques, mais pour un seul match, puisque Jacques après est parti dans le milieu professionnel pour aller, je crois, à Marseille ou à Monaco, je sais plus. Donc j'ai été adjoint près de son successeur, d'un autre entraîneur national, James Doyen et qui est parti après en Afrique et en 2004, le DTN de l'époque, Aimé Jacquet m'a demandé, si, donc de reprendre l'équipe en tant que sélectionneur, principal. Voilà, donc on a eu, forcément une évolution de ce futsal à travers l'équipe de France, je qualifierais généralement ça d'un historique en 4 étapes. D'abord, on jouait avec des footballeurs qui faisaient la coupe nationale de futsal. Alors ils jouaient au foot, donc c'était compliqué et tu jouais contre des pros de futsal, c'était encore plus compliqué, mais on essayait d'emmagasiner des données.
C'était la première phase. La deuxième phase, c'est qu'on avait monté des championnats régionaux et donc on avait des joueurs en équipe de France qui faisaient du foot et un tout petit peu de futsal. Bah, c'était quand même assez compliqué. Il fallait jongler avec leur disponibilité, avec les entraîneurs de foot d'à l'époque. C'était compliqué jusqu'à ce qu'arrive la troisième phase où on a monté, en championnat national et donc les joueurs ne faisaient plus que ça. Ils avaient plus le droit de jouer au foot et là, on a passé vraiment une étape qui nous a amenés jusqu'à nous qualifier en 2018 au championnat d'Europe et la quatrième phase, c'est celle qu'on vit actuellement où je ne participe plus, mais que j'ai préparée puisque les joueurs maintenant, depuis 3 ans, sont professionnels et le staff aussi est professionnel et on a une ligue professionnelle, même si ce sont des contrats fédéraux, mais c'est des joueurs qui ne font plus que ça et donc en faisant cela, on a encore franchi un palier et on a atteint les demi-finales de la dernière coupe du monde. Donc en 20 ans, on a eu une, évolution, on va dire, assez fulgurante. Au-delà de ces 4 phases, Pierre, que tu viens de décrire, qu'est-ce qui a été, le plus marquant dans l'évolution de cette pratique en France, d'après toi? Bon, c'est quand même, les résultats de l'équipe de France, hein, qui fait que dès lors que tu arrives, on va dire te qualifier pour un championnat d'Europe, les dirigeants ont compris, qu'en aidant un peu les clubs avec, nos outils traditionnels, hein, qu'on a mis en place pour le foot féminin, ben, on les a calqués pour le futsal en faisant une licence club, un label jeune. Voilà, on aide, on accompagne les clubs, hein, jusqu'au professionnalisme actuellement, hein. Avec aussi des obligations en ce qui concerne les diplômes d'éducateurs, hein, diplôme qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années, qui est obligatoire maintenant en première et en deuxième division, voilà. Toutes ces petites choses, qui ont marché dans le foot masculin, qui ont marché dans le foot féminin, on m'a donné, ben, la chance de pouvoir les mettre en place en futsal. Alors l'objectif de ce podcast, Pierre, c'est de parler d'intelligence de jeu et de développement cognitif. Alors quelles sont selon toi les qualités cognitives les plus importantes chez un joueur de futsal? Tout d'abord, quelque chose qui est absolument incontournable et qui, pour aller, au haut niveau, c'est vraiment, vraiment un atout absolument essentiel, c'est de scanner le terrain. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut que le joueur sache où se trouvent tous les autres. Il est impensable, voilà, il y a, les 9 autres joueurs, il doit absolument savoir où ils se trouvent, donc c'est de la prise d'information est déjà, on va dire, capitale, sachant qu'elle est facilitée par le fait que le terrain, bien sûr, est plus petit, qu'il y a moins de qu'il y a moins de joueurs, mais on va dire le fait de lever la tête, de tout le temps savoir où se trouvent les joueurs. D'ailleurs, souvent, quand les joueurs reçoivent la balle, ils la contrôlent avec la semelle pour bien voir tout ce qui se passe, hein. C'est un jeu vraiment de prise de décision, hein. C'est un jeu de prise de décision parce que la on va dire la perception, elle est facilitée. Il y a moins de joueurs, il y a des murs, il y a un plafond, il y a des buts bien matérialisés et la surface, elle est plane et ce qui est facilité également, c'est l'exécution parce que le ballon est anti-rebond avec cette surface plane et donc tout ce qui se joue vraiment, c'est la prise de décision. Ce qui est entre la perception et l'exécution, bah, si c'est la prise de décision, c'est surtout un jeu de prise de décision, hein. C'est ce que va apporter, par exemple, le futsal au foot, hein. C'est un condensé de prises de décision, hein, qui sont, plus précises qu'au foot. Tout est plus intense, tout va plus vite. Donc voilà, les qualités après, ben, celles qu'on en déduit forcément, c'est de l'attention, en lien justement avec la précision, hein, l'attention, pas juste comme au foot où on regarde surtout, on va dire, les épaules, la couleur des maillots et cetera. Là, on regarde véritablement les yeux. C'est-à-dire que, en fonction de ça, vous pouvez placer un écran direct, un écran indirect, un peu comme au basket. Donc c'est encore plus précis qu'au foot, hein, il faut regarder les yeux. La mobilité de la tête aussi pour prendre les informations, est également très importante. La concentration, peut-être remettre en rapport avec la mémorisation de toutes les formes de combinaisons, de jeux à 2 à jeux à 3 qui existent, est également, on va dire, très, très importante et aussi l'endurance et la concentration étant donné qu'elle est quand même mise, à rude épreuve et étant donné que tout est tellement important puisque tout se passe devant les buts. Donc la maîtrise du stress qui en découle également, garder la lucidité, avoir une certaine stabilité émotionnelle, sachant que, voilà, tout se passe dans les buts, tout est capital.
Voilà, la confiance également, forcément aussi et puis le switch, hein, puisque quelque part, pour les gens, le futsal, c'est aussi un jeu de transition, hein. Est-ce qu'il y a, des situations justement où ces compétences cognitives sont déterminantes? Elles le sont tout le temps, hein, puisqu'on est devant les buts, donc le principe général, c'est du foot en accéléré, c'est en condensé, en laboratoire du football, hein. On peut prendre des exemples très clairs, hein, si on parle de prise de décision, imagine un joueur en train de faire une touche ou qui va faire un corner, il a 4 secondes pour le faire. Donc la prise de décision, elle est vraiment très importante. On a certes des combinaisons, mais elles sont toutes à tiroir et elles vont dépendre de ce qu'en font les adversaires. Donc oui, faut imaginer qu'il a 4 secondes pour la faire avec un arbitre qui est à côté, qui égrène les secondes et il doit là choisir le bon partenaire. Mais c'est bien pire que ça parce que si le choix n'est pas bon ou l'exécution mauvaise, il risque une interception et de se prendre en contre. Donc tu vois un petit peu, l'importance, on va dire, de la prise de décision à la fois, on va dire par le timing, par les 4 secondes et par les risques que ça comporte. Mais il y a d'autres, bien sûr, les transitions dont on parlait tout à l'heure, ou si vous tirez au but, si le gardien capte, tu te prends une transition. C'est, donc ce switch attaque-défense où tout le monde attaque, de toute façon tout le monde défend, est quand même propre au futsal où il y a pas, on va dire, vous pouvez pas secouer la tête parce que tu as tiré à côté, quoi, hein. C'est on enchaîne tout le temps et c'est 2-3 minutes, hyper, intenses, quoi, hein. Je dis toujours que c'est un concentré de football, quoi, hein. Tu parles de laboratoire, je trouve ce point très intéressant. Est-ce qu'il y a eu des aspects, au niveau de l'entraînement où vous avez été, avant-gardiste? Oui, sûrement, parce que je pense que c'est plus pointu, tout est plus pointu, comme c'est un peu moins aléatoire, hein, du fait des conditions du jeu, du ballon anti-rebond et de la surface plane de moins de joueurs, comme tout se passe devant le but et tout doit être plus précis. Forcément, je pense que le futsal est un peu en avance sur, ouais, toutes les méthodes qu'on utilise, notamment bien sûr au niveau mental, qu'est-ce qu'on a déjà pu mettre en œuvre. J'ai par exemple toujours travaillé, ça fait maintenant une dizaine d'années, avec un écran géant, par exemple à Clairefontaine où, systématiquement les situations de jeu, si on prend par exemple, je sais pas, si fait un 2 contre un par exemple, hein, un défenseur quoi, par rapport à 2 attaquants qui on va dire, qui illustreraient en contre, hein, une transition, ces situations-là, elles, on peut revenir dessus, à travers un écran. C'est pas on pourrait penser que c'est un jeu de combinaison. En fait, aucune action ne ressemble à une autre. C'est ça, en fait, la pédagogie je pense, du futsal depuis longtemps et du football, actuellement et de demain. C'est juste une évidence. Heu, il faut traiter, chaque action comme une action particulière et le fait qu'on ait un écran géant, sans être obligé de rassembler les joueurs parce qu'on voyait l'écran de partout, nous permettait de traiter les situations, on va dire, jusqu'à présent, on pouvait faire passer tout le monde en 2 contre 1 et à la fin rassembler les joueurs et les interroger comme s'il y avait une solution miracle. Mais il n'y a pas de solution. Il y a 36 solutions pour une même action et aucune action ne ressemble à une autre. Donc l'objectif, c'est de faire, verbaliser les joueurs pour qu'ils trouvent un maximum d'ingrédients dans leur choix. Le défenseur, il peut dire: «Bah, ça dépend si lequel des 2 est droitier, s'ils sont gauchers, ça dépend bien sûr du score, ça dépend du nombre de fautes cumulées auxquelles on a le droit, parce que peut-être, dans ce cas-là, je vais faire une faute tactique. Lequel des 2 est le plus dangereux? Lequel des 2 est le buteur? Et est-ce que j'ai un coéquipier qui est en train de revenir?» Donc, on essaie de mettre un maximum, on va dire, d'éléments, donner un maximum d'éléments aux joueurs. En gros, les faire réfléchir à l'entraînement, on va dire, utiliser le cortex préfrontal un maximum dans ces situations-là, pour que quand on joue, on ne réfléchisse pas. Dire faire réfléchir les gens pour additionner des éléments, pour que quand on joue, on ne réfléchisse plus. Alors, je sais pas si c'est inconscient ou si c'est de l'intuition, mais les situations au futsal, pendant les 2-3 minutes où on joue, il faut qu'on soit un peu dans cette espèce de flow, dans cette espèce de fluidité où à la limite les choses, elles viennent tout seules et vous sortez 2-3 minutes et à ce moment-là, vous êtes dans un autre, aspect de votre cerveau. D'autres sont,
J'allais dire fréquence cérébrale, vous êtes plus dans les sur le banc, vous êtes plus dans les ondes sûrement, bêta, et quand vous êtes sur le terrain, c'est plutôt, on va dire ce flow, ces ondes, alpha ou tétra et cetera. Je pense que, c'est pour ça que c'est assez intéressant de basculer de l'un à l'autre. Tout est plus Le futsal permet, on va dire, enfin nécessite absolument, on va dire, énormément d'ingrédients dans la prise de décision, et plus vous alimentez le joueur, hein, dans les séances d'entraînement, plus dans le match, tout ça, ça viendra naturellement sans avoir besoin de réfléchir, parce que si on réfléchit sur le terrain, bah, c'est déjà trop tard. Tout se passe dans le but, tout va très vite, donc il faut tellement les faire réfléchir à l'entraînement que pendant le match, ils ont plus à réfléchir. Je sais pas si je m'exprime bien, quoi, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, hein. Oui, oui, complètement, ça revient un peu à rendre les joueurs inconsciemment compétents. Exactement. Alors pour revenir, tu as abordé cette notion de prise d'information, de prise de décision. Comment as-tu intégré l'entraînement de ces compétences dans tes séances d'entraînement? On va dire, il y a beaucoup de solutions, quoi, hein, parce que on peut à la fois faire, de l'entraînement, on va dire, dissocié, que je n'ai pas trop utilisé, hein, des choses complètement, on va dire, on a fait quelques séances, on va dire, ouais, que ce soit de yoga ou autre, hein. On a fait aussi du travail associé, par exemple, de cohérence cardiaque à l'intérieur des séances quand ça correspondait au thème. Mais très souvent, j'ai préféré, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, faire une espèce de surcharge cognitive dans beaucoup d'exercices, pour, qu'il y ait une prédominance de cet aspect, cognitif, hein. Par exemple, je sais pas, à chaque séance d'entraînement, on laissait toujours les joueurs se prééchauffer avec des vélos, d'autres préféraient travailler au sol avec des rouleaux et cetera. Donc ça, on laissait toujours 5 minutes libres à chaque joueur qui devait se prendre en charge, et puis presque toujours, on faisait de la life kinétique. C'est-à-dire que pen la séance commençait par une activation, neuronale, tout comme, 5 minutes avant, il faisait un prééchauffement, on va dire, cardiaque, respiratoire, voire musculaire. Et on faisait, la life kinétique, adaptée, par exemple avec des balles de tennis. Il se lançait une ou 2 balles de tennis avec les mains, et en faisant en même temps des passes, avec le ballon de futsal avec les pieds. C'était des choses comme ça, mais qu'il fallait tout le temps varier. Une fois qu'on maîtrise un exercice, aucun exercice les exercices sont trop loin de la pratique du futsal pour qu'il y ait un transfert évident. On on C'est plus simplement là, c'était de la stimulation neuronale pour que le cerveau soit prêt derrière, on va dire, à appréhender les situations dont je parlais tout à l'heure, hein, 2 contre 1, 3 contre 2, et les différentes combinaisons peut-être à tiroir, qu'on faisait. Alors pardon, tu as mentionné Life Kinetic, alors c'est évidemment quelque chose qui me parle énormément puisque j'ai été formé à cette méthode, qui a été fondée par Horst Lutz, hein, en Allemagne. J'en parlais dans un de mes tout premiers épisodes. Une méthode qui a été initiée il y a une quinzaine d'années, en partenariat avec, Jürgen Klopp, du temps où il était responsable de l'académie à Dortmund. Alors pour expliquer aux auditeurs, Life Kinetic, c'est finalement une méthode qui vise à développer, la plasticité cérébrale, en proposant des situations, donc des exercices inhabituels, qui associent systématiquement une tâche, perceptive, une tâche cognitive et bien sûr un mouvement. Oui, c'était dans le cadre de l'échauffement, parce que c'est du haut niveau, et on est trop loin des actions vraiment de jeu. Donc par contre, chez les jeunes, on pourrait en faire, une vraie, séance, on va dire, dissociée, où, ça pourrait être le thème de la séance que, on va dire, de renforcer, on va dire, le cerveau, quoi, hein. Chez nous, c'était je l'utilisais pour préparer, on va dire, le cerveau, hein. Alors j'utilise cette méthode en école de foot et l'objectif premier n'est pas d'aller chercher un transfert, sur le terrain, mais de construire plutôt une base motrice et cognitive fondamentale qui servira finalement de socle pour, tous les apprentissages à venir. Oui, je pense que d'ailleurs, comme la coordination générale, coordination motrice qu'on fait, hein, il s'agit effectivement de d'ouvrir le champ des possibles, pour dans la préformation, la formation et puis l'entraînement des seniors après avoir, on va dire, des davantage d'éléments de réponse.
Aujourd'hui, la Fédération française de foot, prône bien sûr le développement de la pratique, de futsal, mais beaucoup disent aussi que le futsal est une excellente école pour le foot à 11. Qu'en penses-tu, toi, à titre personnel? Oui, parce que, par exemple, les jeunes brésiliens passent tous par là. Ils n'ont pas au Brésil la polytechnique qui est la nôtre en France, mais ils ont énormément de culture du jeu même et des projets clubs vraiment très intéressants et le futsal là-bas est structuré chez les jeunes et il n'y a pas de foot. Il n'y a pas de compétition de foot avant 13 ans et donc l'entrée dans le football se fait forcément par le futsal, parce que c'est les conditions idéales. Pour n'importe quel apprentissage doit être progressif et les conditions simplifiées du futsal permettent cela. C'est les conditions qui sont simplifiées, mais ils demandent aux joueurs, en fait, des choses très, très complexes. C'est parce que les conditions sont simplifiées que le contenu est très, très complexe. C'est des J'ai vu les jeunes brésiliens, j'ai eu la chance d'avoir été au Brésil. On m'a invité dans plusieurs clubs avec des projets complètement différents. Il est vraiment intéressant de les voir évoluer, et là où nous, on découpe souvent une séance, on essaie de partir du jeu pour revenir au jeu et on est de manière analytique, on coupe, il y a une partie exercice, une partie situation et cetera. Les Brésiliens, ils arrivent à faire tout ça ensemble. Donc ils partiraient par exemple d'une situation de jeu, vous allez seul vers le gardien de but et de cette situation-là, enchaîne tout de suite, il faut que tu reviennes parce qu'il y a 2 attaquants adverses qui partent en contre. Vous devez revenir défendre, après l'entraîneur jette en deuxième ballon, après enfin, c'est des situations, qui mettent, on va dire, en œuvre, d'un point de vue cognitif. J'ai vu faire des enfants de 10, 11 ans des choses absolument incroyables. Ce que disent d'ailleurs les pros, brésiliens qui ont passé qui forcément tous ont passé par le futsal, pas seulement les brésiliens, les sud-américains en général. Ils trouvent que l'apport est énorme, quoi, hein. Pour revenir au Brésil, il y a bien sûr le futsal, mais à côté, il y a aussi le foot de rue, le beach soccer et je pense qu'une des forces du foot brésilien, durant de nombreuses décennies, ça a été cette diversité de pratiques et de formes de football. Oui, c'est vrai que je pense qu'en général, la spécialisation trop précoce n'est pas bonne. Rien que le fait que le futsal, ce soit presque du football, mais pas tout à fait, et qu'également ils ont du beach soccer et tout ce qu'on peut imaginer. Je pense qu'effectivement, c'est un atout, hein. Il faut pas trop vite spécialiser les jeunes. Je pense que là aussi, les études, le montrent que l'ouverture à d'autres pratiques, à d'autres sports, est un atout, hein. Le fait de faire le transfert à un moment donné, de toute façon, comme ils l'ont tous fait, les Neymar, les Messi et compagnie, vers 11, 12, 13, Pelé, c'était plutôt vers 14 ans. Heu, voilà, c'est l'idéal, quoi, hein. C'est intéressant ce que tu dis parce que ce sujet a fait l'objet, d'un épisode dédié dans mon podcast, où j'abordais justement les dangers de l'hyperspécialisation précoce. J'ai cette impression qu'en France aujourd'hui, on est trop jeune, et trop tôt dans premièrement l'hyperspécialisation et deuxièmement le trop de compétition et je pense que c'est dangereux pour le développement cognitif et moteur de l'enfant. Quel est ton avis sur ce sujet? Oui, je suis d'accord avec toi. Plus on est jeune, plus les progrès d'ailleurs se font à l'entraînement. Vous allez beaucoup plus, 10 fois, 20 fois plus toucher le ballon à un entraînement que durant un match. Et donc, et plus vous montez et plus les progrès se font lors des matchs, des grands matchs en foot à 11. Les stars qu'on connaît vont progresser lors des matchs de Champions League ou des coupes du monde. Donc, effectivement, à la base, bien, 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 s'entraîner plus, s'entraîner mieux, s'entraîner de la manière la plus variée possible, c'est, je pense, la direction qu'il faut suivre. Alors, je pense que tout au début du développement, comme tu l'avais signifié dans les différentes phases dans le développement du futsal, on a eu des joueurs de foot à 11 qui sont venus au futsal. Mais est-ce que toi, tu as aussi des exemples de joueurs de foot à 11 qui ont bénéficié de leur passage dans le futsal en France et dans leur jeunesse?
Bah, il y a Ben Yedder, hein, donc qui était avec moi à l'âge de 19 ans, qui après a basculé à Toulouse, puis à Monaco. On va dire, c'est l'exemple le plus frappant. On est encore une nation un peu trop jeune au niveau des bénéfices du futsal, mais il y en a quand même un paquet. On a au moins 5 6 joueurs qui ont fait une carrière professionnelle. Heu, voilà, Ben Caïd, par exemple, hein, qui était passé par le Racing Club de Strasbourg, chez nous, en est un exemple. Heu, je pense qu'avec, davantage encore de futsal maintenant dans les écoles de football et avec les clubs de futsal qui ont leurs écoles de futsal. Je pense on aura encore plus maintenant ce type de profil. Je vois aussi les clubs professionnels de football sont intéressés et font pratiquer le futsal maintenant par rapport à ce qu'on vient de dire à leurs jeunes joueurs. Alors pour un éducateur de foot amateur qui veut intégrer des séances de futsal, pour développer l'intelligence de jeu de ses joueurs, je parle là notamment d'éducateurs souvent dans des petites structures. Par quoi commencerais-tu? Bah, pour les entraîneurs de foot, puisque là on parle en fait non pas du futsal spécifique, mais du futsal associé pour, pour en faire bénéficier des footballeurs, hein. C'est pas tout à fait la même chose. On va dire, bah, déjà faire une séance par semaine tout au long de l'année, ne pas réserver uniquement cette pratique à la période hivernale. Ça, c'est déjà pour moi important. En préfo, après, on peut faire aussi des cycles, hein, des cycles. J'ai aussi vu des entraîneurs travailler sur une thématique où ils trouvaient que le futsal était plus à même, on va dire, de travailler plus précisément et ou dans de meilleures conditions parce que la surface est plane, le ballon anti-rebond, pour après traiter la même, le jeu à 3, peu importe, et 1-2 ou ce qu'on veut en football. Est-ce que tu penses que ça passera aussi forcément par de la formation? Oui, bien sûr, nous avons maintenant depuis au moins une quinzaine d'années un diplôme qui s'appelle le futsal base, qui est réservé à ça. Donc à la fois des entraîneurs de futsal qui veulent monter une école de futsal, mais également des entraîneurs de foot qui veulent simplement, comme tu l'as précisé, avoir quelques billes pour, heu, pour faire un cycle de futsal ou faire une séance de futsal tout au long de l'année. Nous avons un diplôme futsal base dans ce sens-là. Après, nous passons à un BMF futsal, bien sûr, quand on monte de niveau pour des gens spécifiques ou des gens qui veulent entraîner à haut niveau. OK, excellent. Alors là, c'est une question beaucoup plus générale qui s'éloigne peut-être un tout petit peu de la pratique du futsal. C'est une question beaucoup plus générale sur l'entraînement cognitif. Mais quels conseils, pardon, voudrais-tu donner aux jeunes éducateurs pour mieux intégrer cette dimension cognitive dans leurs séances d'entraînement? Ben, déjà se poser la bonne question. Qu'est-ce que je fais concrètement pour motiver mes joueurs? Qu'est-ce que je fais concrètement pour les aider à se concentrer, pour augmenter la confiance, pour prévenir l'anxiété, pour leur apprendre à switcher, et cetera? Donc, je pense qu'ils doivent absolument avoir une batterie d'exercices, des situations, des jeux, que ce soit concret pour répondre à ça. Et je pense au futsal et on a tous spécialement, je trouve, ben, des éléments pour travailler ça. Je je veux dire, cet aspect de la prise de décision est tellement, tellement capital. Leur donner des éléments, donc voilà, toutes sortes, si vous voulez, de combinaisons, mais des combinaisons pour mieux en sortir. En système de jeu, c'est une organisation pour mieux en sortir. Donc le futsal, je pense que s'y prête, mais bon, pas que le futsal, le football aussi, tout simplement, évidemment, hein. Je lisais dernièrement un article qui mentionnait qu'en l'espace de 15 ans, le temps de possession, et je crois que c'est des données qui nous viennent des dernières coupes du monde. Je crois qu'en l'espace de 15 ans, le temps de possession individuel, par joueur serait passé de 2,9 secondes à 0,9. Donc ça, ce sont bien sûr des données du foot en extérieur. Mais est-ce qu'il y a des données identiques aussi en futsal, qui montrent que le jeu s'est accéléré? Ou est-ce que ça a toujours finalement été un jeu, ultra rapide? Ça a été un jeu ultra rapide, mais comme au foot, moi, je prends moins en compte, on va dire, le temps de possession. Je préfère, et ça correspond à peu près à la même chose, la force des passes. Je trouve que la force des passes en futsal, en foot est montée. Pour moi, c'est ce critère-là qui, moi, on va dire, illustre davantage la montée en puissance, la montée en niveau, on va dire, du football, comme du futsal. En futsal, on a quand même encore énormément de jeux avec, en mettant le ballon sous la semelle parce que, on va dire, c'est comme ça que, bah, vous le possédez davantage qu'au foot, hein, c'est clair, hein, même si les footballeurs utilisent aussi de plus, la semelle.
mais c'est après la précision et la force des passes, on va dire, qui illustrent la allez, la montée en niveau, hein. On constate aujourd'hui de plus en plus d'outils neurotechnologiques pour travailler la performance à haut niveau. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as été amené à utiliser dans ta carrière? Non, j'avoue que les neurotrackers, les trucs comme ça, j'utilise un tout petit peu moins. Je sais aussi qu'il y a des gens qui utilisent, enfin ce qu'ils appellent une pédagogie différentielle. Je veux dire en rajoutant des gestes, on va dire, autres de la que la pratique même, on va dire vraiment pour stimuler le cerveau, on va dire peut-être parce que j'étais dans le haut niveau et qu'il fallait que j'aille à l'essentiel, je préférais, on va dire, mettre des thématiques dans des jeux, en mettant un deuxième ballon en jeu, en sifflant et en faisant changer de sens, en laissant un ballon, on injecte un deuxième ballon, quand le deuxième ballon, il se rejoue avec le premier. Vous voyez des choses comme ça. Heu j'ai préféré faire des choses comme ça. Heu, on va dire, je suis plutôt partisan moi j'appellerais ça perso, d'une pédagogie algorithmique, plutôt que conceptuelle. C'est-à-dire, définir plein de possibilités, plein d'éléments, heu et et enrichir, on va dire, le registre, cognitif de chaque joueur pour que le match après se passe de manière la plus limpide possible, de manière un peu, oui, je sais pas, c'est pas instinctif évidemment, c'est, allez, on va dire inconscient ou intuitif. Je me rappelle toujours j'avais discuté et c'est pile poil ce que je ressens avec un formateur de la patrouille de France et il me disait, parce c'est des pilotes qui ont énormément d'importance, donc le choix, la prise de décision est encore bien plus importante qu'au foot, mais ça correspond en fait à la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui réfléchissent énormément, qui ont bien sûr, des cours et des cours et encore des cours et des simulations, tout ce qu'on peut imaginer. Mais il me disait: «Dans les situations les plus dramatiques, les plus urgentes, les plus rapides, les plus intenses de combat, c'est l'intuition qui fait la différence. Il faut pas qu'ils réfléchissent. Ceux qui réfléchissent, ils sont perdants». Et je pense à la même chose. On les fait réfléchir en dehors, on leur donne un maximum d'éléments à travers un écran géant de tout ce qu'on peut imaginer en y mettant des thématiques, des situations problèmes, hein. C'était la surcharge cognitive, faut être pile poil là-dedans pour que le match soit plus simple. Hein, donc les faire énormément réfléchir et leur poser énormément de problèmes à l'entraînement et en dehors pour que le match, se passe de la manière la plus simple possible. Sachant que sur le match, en plus de ça, on a des périodes de réflexion puisque les joueurs, bah, ils vont aller 2, 3, 4 minutes sur le banc de touche. À ce moment-là, il faut encore utiliser des techniques, voilà, cognitives. Comment récupérer? Comment à ce moment-là analyser pour basculer dans la seconde après à autre chose? Alors là, bon là, comme au basket, peut-être en se mettant une serviette sur la tête, peut-être, en discutant avec un des adjoints et cetera et cetera, et une fois que vous rentrez sur le terrain, vous devez basculer, vous devez switcher en une seconde, hein. C'est pas seulement le switch, on va dire, de passer de la défense à l'attaque ou le contraire, hein, c'est également simplement quand je rentre de nouveau sur le terrain, je dois, allez, on va dire, à ce moment-là, c'est tout le cerveau. C'est tout. C'est pas juste, on va dire, l'aspect de peser le pour et le contre. Ça, une fois qu'on est sur le terrain, on n'a pas le temps, quoi. C'est un switch mental en quelque sorte. Oui, c'est ça, exactement, et nous, on y est confrontés tout le temps, et imaginez un entraîneur qui fait une quarantaine de changements dans un match, hein. Comment vois-tu, Pierre, l'avenir, du développement du futsal? Ben, je pense qu'il va au fur et à mesure, il va jamais, je pense, remplacer le foot parce que le foot a ceci de magique, c'est que c'est le sport le plus aléatoire, et donc le dernier peut battre le premier, et ça, c'est génial, et ça, au futsal, malheureusement, et ben, le dernier, il bat rarement le premier parce que les conditions, ben, elles se prêtent moins à l'aléa, à la surprise. Il y a pas de faux rebond, on est tout le temps devant le but, voilà. Si vous avez 60 tirs, il y en a bien quelques-uns qui vont rentrer, vous voyez? C'est un petit peu ces statistiques-là, quoi. Par contre, je pense qu'il va prendre sa place tout autant que le handball, le volley, parce qu'on a, je pense, spécialement en France, on a les joueurs pour, on a les salles pour, et oui, il y a maintenant les Anglais, les Allemands, un peu tout le monde qui s'y met. Et je pense, j'ai vu là maintenant cette volonté de mettre le futsal au jeu méditerranéen à la place du foot. Et il y en a qui parlent du futsal aux Jeux olympiques.
Je pense qu'au fur et à mesure, on va grignoter des places parce que ça correspond aussi à l'ère du temps où les gamins, ils ont envie tout le temps de toucher la balle, d'être tout le temps devant le but, alors qu'on sait que, quand on joue à 8 contre 8 ou encore pire à 11 contre 11, des fois, quand le ballon est chez l'arrière droit, chez les amateurs, chez les petits, l'ailier gauche, voilà, il a un peu moins de chance, il a l'impression de moins participer, tandis qu'au futsal, on est toujours concerné, quel que soit l'endroit où est le ballon, on est tout le temps dedans. Il y a toujours cette possibilité de marquer, tout est important et je pense que ce côté un peu plus grisant du futsal fait qu'il va prendre sa place, mais je le redis, hein, il prendra pas la place du foot, tant le foot, on va dire par ce côté sport populaire numéro un, avec tout qui est possible justement, avec ce côté plus aléatoire, voilà et a un côté, hein, allez, on va dire un petit peu magique, hein. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager qui attestent du développement du nombre de licenciés, de tes débuts à aujourd'hui? Oui, bon, on est à peu près c'est un peu difficile en France parce que, les jeunes jouent souvent avec la licence de foot. Donc beaucoup de ce qu'on appelle le futsal associé, donc le futsal joué par les footballeurs, notamment par les jeunes footballeurs en période hivernale, n'est pas comptabilisé puisqu'on les autorise de jouer avec la simple licence de foot pour les 3, 4 plateaux qu'ils vont faire en hiver. Mais les licences purement spécifiques, on est à plus de 40 000 maintenant. Alors c'est encore très peu, mais là on compte vraiment ceux qui ne font que du futsal, quoi, hein. Mais il faut savoir aussi qu'à l'UNSS, donc avec la même licence, on peut choisir le sport qu'on veut, sachant qu'il y a beaucoup de gymnases disponibles dans les collèges. Le futsal est la pratique numéro un. Donc on a dépassé le foot, le hand, et cetera. Donc ça veut dire qu'en 20 ans, pour moi c'est un bon critère, c'est un bon révélateur, un bon indicateur parce qu'avec la même licence, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Donc dès lors qu'on ouvre les gymnases et que le prof, de PS propose du futsal, c'est le futsal qui est choisi en premier. Ça doit alerter quand même, on va dire, les dirigeants, un petit peu tout le monde, hein. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme là derrière et puis ne serait-ce que de futurs spectateurs, hein, si on voulait parler de futsal à la télé. Parfait. Quel est ton meilleur souvenir en tant que sélectionneur, sélectionneur de l'équipe de France de futsal? C'est assez compliqué, hein. Là, je vais peut-être faire une pirouette, je parlais en général du coaching, parce que le fait de pouvoir constamment changer les joueurs. L'impact qu'on a, on va dire, sur le score par rapport à l'entraîneur foot que j'ai aussi été, le fait que, par exemple, je peux sortir 4 joueurs et rentrer 4 joueurs pour, par exemple, faire un pressing. Je peux rentrer 4 joueurs pour jouer un autre système. Je peux demander un temps mort, par exemple. Je peux sortir le gardien de but, je peux jouer avec un gardien volant. Je pense que c'est ça, en général, moi, qui m'a apporté quelque chose. C'est notre influence sur le résultat. Au football, j'exagère et là, je caricature, hein, c'est une blague. Mais on pourrait presque dormir sur le banc de touche et ton équipe qui gagne. Au futsal, vous faites 40 ou 50 changements, vous voyez, vous avez 36 possibilités d'influencer le déroulement du match, le score, le jeu, que c'est extrêmement excitant. On parlait tout à l'heure un petit peu de préparer les joueurs de foot à travers notamment chez les jeunes joueurs et faire du futsal. Ça apporterait énormément également aux entraîneurs. Parce que ça aiguise le sens de l'observation. Parce que ça aussi, les entraîneurs, il faut qu'on travaille ça parce qu'au foot, on reste souvent prisonnier, nous aussi, hein, dans la prise de décision, on a du mal, à prendre en compte, peut-être maintenant, j'en sais rien, avec l'intelligence artificielle, enfin, et tous les adjoints qu'on a derrière, hein, les statisticiens, les analystes vidéo. Je pense qu'il faut prendre aussi ça en compte, on va dire, cette réactivité qu'on doit avoir en tant qu'entraîneur de foot, même si les outils, malheureusement, ne sont pas assez importants, hein, mis à part les changements de joueurs qui, certes, sont plus nombreux que dans le temps. Mais souvent, ça s'arrête un peu à ça, mais il faudrait trouver d'autres leviers pour que la façon de jouer, on ne soit pas obligé d'attendre à la mi-temps et de pouvoir, davantage, on va dire, changer de choses en cours de match. OK, parfait. Et pour revenir du coup à un souvenir qui t'a particulièrement marqué, pendant ta carrière de sélectionneur?
C'est peut-être la qualification quand on s'est qualifié pour l'Euro 2018 et qu'on avait au tirage au sort d'un match de barrage, on était tombé contre la pire équipe, les Croates, qui avaient fait demi-finalistes au championnat précédent et on les a battus chez eux. Voilà, 5-4 et c'était, voilà, c'était une super surprise quoi, c'était en championnat d'Europe en plus, qu'avec 12 équipes, hein, sur 50 participants, donc avec peu de chance pour les amateurs comme nous de participer. C'était, je pense, un déclic qui fait que maintenant on a passé professionnel un peu plus rapidement grâce à on va dire cette surprise qu'on avait créée à ce moment-là. Donc aujourd'hui, nous avons donc des joueurs de futsal qui sont professionnels, donc qui vivent de la pratique du futsal, c'est Ah bien tout à cela? fait. Ah tout à fait, oui, les joueurs de première division, ils ont des contrats fédéraux. Alors ce ne sont pas du tout les sommes de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais qui s'apparentent aux sommes, on va dire, du national et du national 2 du foot, où il y a énormément de joueurs avec des contrats fédéraux et qui en vivent. Là, c'est tout à fait comparable. Est-ce qu'il existe également des centres de formation, pour la pratique du futsal? Pour l'instant, non, mais par contre, les clubs de futsal, à travers la licence club, sont obligés d'avoir des U18, des U15, et cetera, toutes les catégories, y compris section féminine. Et donc, voilà, on va y aller lentement mais sûrement. Les centres de formation du foot ne se sont pas construits aussi du jour au lendemain, hein. C'est au début des années 70 qu'on s'y est mis, alors que le football professionnel, il date des années 30. Voilà, bah, au futsal, bah, on suit tranquillement notre route, mais on va bientôt y arriver. Mais à la place du centre de formation de club, et c'est le rôle de la fédération, on a monté un pôle à Lyon, donc un pôle France où, voilà, nos meilleurs, U15 sont recrutés là-dedans et ils font leurs 3 années de lycée, tous ensemble, en s'entraînant 7 fois dans la semaine. Ce qui est unique d'ailleurs, même les nations professionnelles et qui sont au devant de la scène comme les Espagnols, les Portugais et autres, n'ont pas cette structure-là et donc là, nous avons aussi donc un vivier de grands joueurs. Nous sommes en train de nous poser la question de monter un deuxième pôle en France. C'est pour dire, voilà, on n'a pas assez de place au niveau du premier pôle, en n'ayant que 6 ou 7 places par année d'âge, par génération et là, un deuxième pôle sera nécessaire tant la qualité des joueurs est importante et il est vrai on on complète les clubs, qui n'ont pas encore la possibilité ni statutaire, ni réelle, ni la richesse pour faire, un propre centre de formation. Alors il me semble, si ma mémoire est bonne, que tu as quitté la fédération il y a maintenant 3 ans. Est-ce que c'est Oui, juste? c'est juste. Restes-tu toujours actif, dans le foot? Non, je ne suis plus actif dans le foot. L'UEFA me demande de temps en temps, au niveau futsal, d'être l'observateur technique des phases finales. Donc j'ai été l'observateur, de 2 ou 3 de 2 phases finales chez les de l'Euro féminin et également chez les U19, où je fais quelques piges encore, voilà, qui correspondent, à ce qu'un retraité, peut bien vouloir faire. OK, parfait. Alors peut-être pour finir cette interview, Pierre, si tu avais un message à faire passer aux éducateurs et entraîneurs de foot sur l'importance du futsal, ce serait quoi? Ben, c'est un peu pour aller dans le sens de ce que tu as dit au début. On met l'accent sur la perception, la prise de décision, l'exécution, mais spécialement le fait d'avoir tout le temps des décisions à prendre, que qu'en soi, même si on n'est pas un spécialiste, on va dire, des combinaisons de futsal, tous ces éléments qu'on peut avoir, qui sont toujours très spécifiques, le jeu en soi, par la proximité des buts et conditions idéales, fait que, au niveau, on va dire, cognitif, la surcharge cognitive, on va dire, qui en résulte, fait que le transfert de cela, alors j'en suis absolument convaincu, puisque les Brésiliens, les Espagnols nous montrent ça, on va dire, au quotidien. Ils ont ce jeu de, on va dire, heu, c'est le fait de lever la tête et de s'en sortir dans les triangles et cetera, c'est quand même, ça vient de ça et ça, j'espère que avoir persuadé nos éducateurs de foot, simplement d'appliquer les règles du futsal, de jouir des conditions, on va dire, de ce laboratoire qu'est le futsal, ça suffira déjà à faire progresser assez naturellement les jeunes, sans pour autant rentrer dans des combinaisons, très importantes. Même si, bon je dévie un petit peu, le fait d'avoir énormément de combinaisons, vous voyez? Apprendre sans comprendre peut se faire. On peut le faire. Imaginez
qu'on essaie d'apprendre sans comprendre à travers le futsal, que chaque fois on fasse 4 ou 5 combinaisons. Moi, je pense qu'un jeune joueur, si de 6 ans à 13 ans, on l'alimente tellement, tellement souvent, quand il aura des centaines de combinaisons sur le terrain, il ne réfléchira pas à la situation. Est-ce qu'elle ressemble à la combinaison 22 ou 128? Mais il aura intégré les structures, on va dire, qui se trouvent, on va dire, dans toutes ces combinaisons un petit peu, hein, d'appel contre appel, de principe, de voir, d'être vu, et cetera. Il aura compris ça et c'est là, en fait, que inconsciemment il en aura repéré la structure parce qu'il est, et je pense qu'il voilà, et on peut apprendre sans comprendre et que voilà, inconsciemment, on en tire les bénéfices par la suite. Parfait. Je pense que ce qui résume parfaitement ton intervention, Pierre, c'est que le futsal est une forme de laboratoire, un laboratoire cognitif, du football. Donc, merci beaucoup Pierre pour cette intervention. C'est très, très intéressant de discuter futsal avec toi. Je te souhaite une très belle retraite, bien méritée et je te dis, à très bientôt sur les terrains. Merci Greg, bonne chance à toi également, hein. Merci, à bientôt. Bye À bye. bientôt, bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des idées et des pistes à explorer avec tes joueurs. Si tu as trouvé ça intéressant, voilà comment tu peux m'aider à faire grandir ce podcast. Abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien rater. Chaque épisode, c'est une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser. Partage cet épisode avec d'autres entraîneurs ou passionnés. Ça pourrait vraiment les inspirer et les aider à progresser à nos côtés. Laisse-moi une note ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça prend 1 minute et ça m'aidera énormément à toucher d'autres éducateurs comme toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter NeuroConiFoot. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.